sur le cas de Dreyfus en faisant valoir qu'il n'est pas normal qu'on se taise et qu'il convient de révéler les teneurs du dossier de Dreyfus. Mais cet article, dont le nom est connu de tout le monde, il s'intitule « J'accuse », qui est paru le 3 janvier 1898. Zola sait très bien qu'il risque, en attaquant l'État, qu'on porte plainte contre lui, qu'il y ait un procès, et qu'il soit condamné et qu'il aille en prison. Et c'est ce qui se passe. Donc l'article paraît, la France, tous les milieux intellectuels ne parlent que de cet article, et l'État porte plainte contre Zola, et un procès est ouvert, et Zola est condamné pour insulte envers l'État, et il est condamné à aller en prison. N'acceptant pas d'aller en prison, Zola immédiatement part en exil en Angleterre, où il souffrira beaucoup par la non-présence de Paris, qui était le lieu où était sa vie. Les années passent, et effectivement, on retrouve les faux documents, et les responsables ont été identifiés, et il s'avère que ces fausses informations n'étaient pas issues de Dreyfus, enfin, que Dreyfus n'était pas un traître, qui n'avait pas fourni des informations à l'armée allemande. Et de ce fait, il est réhabilité, il quitte le bagne et revient en France. Pour Clémenceau, donc, la vérité a gagné, a vaincu le mensonge. Et ça, c'est la base du cheminement intellectuel de Clémenceau. Donc, compte tenu de l'issue de cette histoire, Clémenceau retrouve une immense popularité auprès de la population. Et voilà. Donc nous sommes en 1990, chose extrêmement importante, Paris découvre le métro, qui devait être un élément très, très important. Également à cette époque, Paris héberge l'exposition universelle, et on inaugure la Tour Eiffel. Enfin bon, c'est un bouillon de culture et d'événements qui se passent en France. En 1906, le président de la République, c'est Fallières, Armand Fallières, et il fait appel à Georges Clemenceau pour devenir Premier ministre. Compte tenu de la notoriété de Clemenceau dans la population, la France est donc fière d'avoir un Premier ministre
en la personne de Clémenceau, qui a le profil de celui qui ne recule pas devant les difficultés et qui ne recule pas devant les mensonges. Bien évidemment, une fois qu'il a été en place, la situation de la France, compte tenu de la situation économique, il rencontre des difficultés. De plus en plus, il y a des grèves, le monde ouvrier veut des augmentations de salaire, les viticulteurs dans le midi de la France, devant leurs faibles revenus, font les manifestations houleuses, enfin vraiment les gens de révolte, manifestant devant la crise économique qui envahit la France. D'autre part, en Europe, l'ambiance est tendue dans tous les pays d'Europe, il y a des difficultés économiques. Et de ce fait, on constate que l'Allemagne renforce son armée, de même que la France développe également ses moyens de défense et d'attaque. Et on constate que le Royaume-Uni et la Russie se rapprochent de la France. Donc, les alliances au sein de l'Europe sont en train de changer et on sent un climat d'hostilité et de défiance les uns vis-à-vis des autres. Le 28 juin 1914, nous sommes à Sarajevo. Un coup de feu va bouleverser le monde. Clémenceau a quitté le pouvoir le 1er août 1914. Le 1er août 1914, la France est mobilisée. La guerre éclate entre l'Allemagne et la France. À cette époque, donc, Clémenceau a 73 ans. Il ne reste pas inactif. Il parcourt la France. Il visite les hôpitaux. Il va sur le front. Il écoute les officiers. Il écoute les soldats, suivant sa méthode. Je recueille de l'information, j'écoute ce que l'on dit et j'en tiens compte dans mes décisions. En 1916, il y a la bataille de Verdun. Pendant 10 mois, ce lieu de combat dans les tranchées de Verdun, il y a des centaines de milliers de morts. C'est Pétain qui est en charge d'organiser la défense de Verdun. Il résiste. Et cette bataille, restée célèbre par sa cruauté dans l'esprit de la France,
Pétain sort en vainqueur de ce qui lui vaudra d'ailleurs, bien évidemment, la carrière qu'il aura après, Pétain étant lié à Verdun à jamais. En 1917, la situation de la France est extrêmement difficile. Là, un certain esprit de révolte existe dans l'armée française où certains régiments refusent de monter en ligne suite au carnage qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais, avec des milliers de morts pour rien, en demandant aux soldats de partir à l'assaut et dans une situation complètement désespérée. Le moral de l'ensemble de la France et de l'armée est extrêmement bas. Alors, on espère, en appelant Clémenceau à la tête de la France comme Premier ministre, sera un effet positif et qu'il aura la capacité, par son comportement, son expérience, de redresser la situation. Donc, le 16 novembre 1917, Georges Clémenceau est à nouveau Premier ministre. Et à la Chambre, il déclare: « Ma politique extérieure est la guerre. Ma politique intérieure est la guerre. Autrement dit, je fais la guerre constamment. » Et donc, il sera en permanence sur le front. Il met en place une politique industrielle pour fabriquer des canons en grande quantité. Et il travaille jour et nuit, personne n'arrive à le suivre, ses collaborateurs sont sur les genoux, ils ont bien du mal à suivre le rythme du tigre. Mais en 1918, on constate que les Alliés avancent et que les Allemands reculent. Donc, on sent que l'espoir revient peut-être au sein des armées françaises. Et d'autre part, les troupes américaines débarquent en France pour participer à cette guerre, et ils arrivent avec quelque chose qui n'existait pas, équipés de chars. Tant et si bien que le 11 novembre 1918, les combats cessent. Et on envisage de signer l'armistice. Et on signe d'ailleurs l'armistice en la forêt de Compiègne, dans le fameux wagon où on signe l'armistice avec l'Allemagne. À 11h, donc, l'armistice est signé, la guerre est finie. Il y aura eu 1,5 million de Français morts
durant ce conflit. Et donc, Georges Clemenceau est reconnu comme le vainqueur de cette guerre à la tête de l'État français. Il est acclamé et on lui attribue, en dehors du premier surnom qu'il avait, qui était le Tigre, on l'appelle maintenant le Père la Victoire. Donc en 1919, les représentants des grandes nations, à savoir la France, les États-Unis et l'Angleterre, se réunissent à Versailles pour essayer de mettre en place, de signer l'armistice et de mettre en place un texte qui permettrait la protection de l'Europe. Les discussions durent des mois et elles sont extrêmement difficiles. La position de la France qu'affiche Clemenceau est ce qu'il convient dans le texte, c'est de protéger la France de toute agression et d'invasion. Ce qui n'est pas le cas tout à fait des autres nations. Bon, on arrive quand même le 26 juin 1919 à signer le traité de Versailles, mettant noir sur blanc les conditions de l'armistice, sont une grande satisfaction de toutes les parties. Mais toujours est-il que la guerre est finie. Et par la suite, on regrettera, on avait pris à l'égard de l'Allemagne des mesures drastiques, économiques, dans tous les domaines, ce qui conduira, dans les années qui suivront, compte tenu de la dureté de ces mesures, à un effondrement de l'Allemagne et, de ce fait, de l'arrivée d'un garçon, d'une personne comme Hitler à la tête de l'Europe, à la tête de l'Allemagne, pour essayer de redonner à l'Allemagne une image, un développement. Ensuite, les Alliés ont regretté d'avoir imposé à l'Allemagne de telles mesures drastiques à l'issue de la guerre de 1914. En 1920, a lieu les élections présidentielles. Apparemment, Clemenceau était le favori. Toutefois, il sentait de certaines coalitions qui fait qu'il risquait de ne pas être élu. En conséquence, refusant un tel échec, il retire sa candidature de l'élection présidentielle de 1920. Et il décide de se retirer de la politique. Donc, il rentre chez lui. Et donc, il va se concentrer sur le domaine de l'art et va extrêmement souvent chez Claude Monet, qui est devenu un vieil homme et surtout qui perd la vue. Malgré ce handicap qui naît
chez Monet, Clémenceau le pousse à continuer à peindre et à réaliser ces fameuses nymphéas. Et qui seront installés, donc, comme je l'avais dit précédemment, à l'Orangerie. À 84 ans, Clémenceau décide de parcourir le monde, de voyager. Chose fabuleuse. L'énergie et la soif de connaître de cet homme est fabuleuse. Il va en Égypte. De là, il va au Japon et il retournera dans cette démocratie qui l'a beaucoup marqué, les États-Unis. Et à chacune de ces étapes, il écrit, il prend des notes et écrit des articles sur ce qu'il voit. Mais en 1929, sa santé décline et il s'éteindra à Paris le 24 novembre. Il est enterré en Vendée, auprès de son père. Donc voilà l'histoire du Tigre et du Père La Victoire. Ce que je retiens, c'est qu'il fut un enfant curieux, un médecin attentif aux modestes, un journaliste convaincant, avec comme principe qu'on devait toujours défendre la vérité. Il fut un homme politique passionné de la République et un ami fidèle du monde artistique et notamment de Claude Monet. C'était un homme complet, un homme exceptionnel et j'ai passé un bon moment. Et voilà, j'espère que pour vous aussi, ça vous donnera le goût de vous plonger dans la carrière de Georges Clémenceau. Je vous embrasse tous, à bientôt.